Donc en fait, j'ai publié une vidéo il y a quelques semaines sur le sujet. En fait, ce qui se passe depuis octobre 2023, c'est-à-dire cette tentative d'épuration ethnique et ce génocide, avait comme préalable tout un discours politique, idéologique, au plus haut niveau de l'appareil d'État israélien, qui était un discours génocidaire et d'appel au génocide. Et finalement, cet appel au génocide s'est transformé en politique très concrète, avec Yoav Gallant, le ministre de la Défense de l'époque, quand le massacre à Gaza a commencé, qui a dit, donc je crois que c'était le 9 octobre, entre le 9 et le 12 octobre 2023, qui a déclaré, je le répète, on l'a déjà dit des dizaines de fois, les Palestiniens, donc les Gazaouis, sont des animaux humains, nous les traitons comme tels et nous leur coupons l'eau, l'électricité et la nourriture. Voilà, donc il y a intention génocidaire, il y a une intention formulée verbalement d'expulser tous les Gazaouis du Sinaï. Donc, tout le discours disant parallèlement à cela, nous voulons libérer les otages, éliminer le Hamas, etc. Ça, c'est un discours destiné aux Occidentaux, à la communauté internationale, entre guillemets. Mais le discours public qu'ils tiennent à leur population israélienne, c'est un discours génocidaire. Génocidaire. Voilà. Donc, il y a intention génocidaire de ce gouvernement et de membres importants de l'élite politique et religieuse israélienne depuis plus d'une décennie. Et encore, je suis gentil. Hein. Je dis une décennie, je suis vraiment gentil. Donc ça, c'est dit, Youssef Indy. Vous avez dit aussi donc la recherche actuelle de Trump de se découpler et de découpler même les soutiens d'Israël de Netanyahou. Vous en avez parlé. Ça s'est vu aussi dans la tournée où il n'a pas été associé. Là, c'est la tournée au Moyen-Orient de Trump. Les Israéliens n'ont pas été associés. Alors, il faut dire qu'actuellement, en matière de vitrine, ça la fout mal, vu ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Donc, ce qu'il vit, c'est une éradication totale. C'est le sens de cet article aussi, qui est un extrait de votre dernier livre, justement, Israël, la guerre mondiale des religions, dans le magazine de géopolitique profonde. Est-ce qu'on pourrait maintenant développer, avant de voir le lien qu'il pourrait y avoir en dernière partie entre finalement ce qui se passe avec les dirigeants israéliens et ce qui se passe en Ukraine avec les dirigeants ukrainiens et la similitude de cette course en avant et de ce juxtaboutisme. D'abord, commencer par l'Iran. Parce que ça va relier évidemment avec la Russie, la Chine. Est-ce qu'il semble avoir dit, est-ce que vous croyez que c'est crédible, que si les négociations n'aboutissent pas, sachant qu'on a donné de nouvelles conditions, aucun enrichissement d'uranium, il bombarderait les installations nucléaires iraniennes? Alors, pour être précis, ce sont les Israéliens qui disent qu'ils se tiennent prêts à bombarder les installations nucléaires iraniennes si les négociations avec les États-Unis n'aboutissent pas. Voilà. Le problème, c'est que l'objectif des Israéliens, en faisant cela, c'est d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Parce qu'ils savent très bien que s'ils frappent les installations nucléaires iraniennes, les Iraniens répondront. Je ne sais pas quelle sera leur réponse, je ne sais pas si elle sera massive, mais ils seront contraints de répondre en tout cas. Et ce qu'espèrent les Israéliens, c'est que cette réponse appelle une réponse américaine, puis une escalade. Et cela, Trump ne le veut absolument pas. Il a d'ailleurs limogé récemment son conseiller à la sécurité nationale, qui était un néocon, disons, qui voulait pousser les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Donc, il l'a limogé pour cette raison-là, tout comme il avait limogé John Bolton en 2019, parce que John Bolton, écoutant les Israéliens, poussait Donald Trump, l'administration Trump, vers une guerre contre l'Iran. Donc Trump ne veut absolument pas cela, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça sera une catastrophe économique mondiale, et donc une catastrophe économique pour les États-Unis.
Donc ça démolirait son mandat et son programme économique. Aussi, alors l'Arabie Saoudite n'est pas l'allié de l'Iran, mais si l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont déboursé, en tout cas sur le papier, hein, à eux deux, 1600 milliards de dollars d'investissement pour les États-Unis, c'est pas pour que les États-Unis mettent à feu et à sang le Proche-Orient dans les mois qui suivent. Vous voyez, y a de cela, parce que évidemment, en fait, il ne faut pas découpler toutes ces questions-là. Il ne faut pas découpler le voyage. Surtout avec Trump. Voilà, il ne faut pas découpler son voyage en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, des négociations avec l'Iran. Parce que maintenant, bon, c'est établi, les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite se sont normalisées, notamment grâce à la médiation chinoise, avec comme arrière-fond le commerce, le business. Et le but de l'administration Trump, en allant en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, en signant des contrats, etc., c'est de limiter l'influence économique et commerciale chinoise aussi dans la région. Donc, et d'ailleurs, c'est ce que dit Thomas Friedman dans son article. Il dit, en gros, le soutien à ce gouvernement israélien n'a fait qu'accentuer l'influence chinoise, aussi russe, mais surtout chinoise sur le plan économique, dans la région. Donc, une guerre contre l'Iran conduira à une catastrophe économique et à la destruction de cette nouvelle stratégie américaine à l'échelle mondiale et à l'échelle proche-orientale visant à repousser les Chinois et aussi les Russes. Donc, du point de vue de Trump, du point de vue de l'administration Trump, Netanyahou est un boulet extrêmement dangereux qui pourrait détruire le mandat de Trump. Raison pour laquelle, je pense que l'administration Trump fera tout pour essayer d'éviter cette guerre contre l'Iran. Mais comme le disait un célèbre rabbin francophone, ils ne voudront pas aller vers la guerre, mais nous les attirerons vers la guerre par la tignasse des cheveux. Voilà, c'est ce qu'essaie de faire Netanyahou. Par la tignasse des cheveux orange de Donald Trump. Mais est-ce que l'Amérique a réellement les moyens, oui, semble-t-il, d'empêcher ces frappes sur le secteur nucléaire iranien? Même avec des bombes, faut-il encore avoir des ravitailleurs? C'est pas si proche que ça, l'Iran d'Israël. Il faut la logistique américaine. De la flotte aussi qui est basée là-bas, des bases militaires américaines. Moi, je ne vois pas comment Israël pourrait frapper les installations, même s'il y a eu livraison de bombes, semble-t-il, pénétrantes, extrêmement puissantes. Faut-il encore arriver jusque sur place, ou pratiquement pour les envoyer, pour les tirer, enfin pour les envoyer. Moi, j'ai l'impression que sans la logistique américaine, c'est pas possible. Mais ça, l'état de situation militaire, je ne la connais pas plus que ça. Je suis pas spécialiste. Oui, je suis pas non plus spécialiste militaire, mais ce qu'on remarque, par exemple, c'est que depuis l'accord, le cessez-le-feu entre les États-Unis et les Yéménites, Ansarullah, bien, les Yéménites continuent de frapper le territoire israélien, mais sans réponse israélienne. Donc, en fait, on se dit que toutes les réponses israéliennes étaient en fait des réponses américaines. Oui. À partir du moment où les Américains disent aux Yéménites, bon, nous arrêtons de vous frapper, vous arrêtez de frapper nos navires, les Israéliens sont dans l'incapacité de répondre. Je rappelle aussi que lorsqu'il y a eu l'attaque iranienne en réponse aux assassinats, etc., israéliens, ce sont les Américains, les Français et les Britanniques qui ont tenté de stopper les missiles iraniens. Le dôme de fer n'est même pas capable d'intercepter les missiles ou les roquettes du Hezbollah, par exemple. Donc, Israël, effectivement, est très vulnérable. Alors oui, mener une opération comme celle-ci,
contre des installations nucléaires iraniennes sans avoir la garantie par les États-Unis qu'ils protégeront Israël en cas de réponse iranienne, ça me paraît très, très hasardeux. Et d'ailleurs, l'état-major israélien, à mon avis, n'est pas très, très chaud pour cette attaque. D'autant plus qu'ils sont dans un bourbier à Gaza. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.